Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les académiciens, 40 ans de chirurgie dans un hôpital général entre écueil et passion. Début des années 80, je reçois un courrier du directeur. Cher docteur, je souhaiterais vous rencontrer pour parler de la chirurgie et de son avenir. Dites-moi l'heure et le jour qui vous conviennent. Croyez, cher docteur, à l'assurance de ma considération distinguée. 40 ans plus tard, un mail de la secrétaire du directeur m'est adressé. Convocation à une réunion avec le directeur, telle heure, tel jour, présence obligatoire, cordiale. Que s'est-il passé en 40 ans pour arriver à un tel changement? Je suis arrivé à la fin des années 70 au centre hospitalier de Laon. J'aimerais vous raconter la vie d'un chirurgien dans un hôpital général, ses joies et ses désillusions. Le centre hospitalier de Laon dispose de 300 lits avec une réanimation, un service d'urgence, un SMUR, un service de radiologie avec un radiologue présent sur place 24 heures sur 24, un service d'anesthésie, un service de médecine interne à orientation cardiologique, un service de gastro-entérologie, un service d'ORL d'ophtalmo et 2 services de chirurgie générale où l'on pratique la chirurgie digestive, traumatologique et urologique, également un service de pédiatrie avec une réanimation néonatale et une maternité. Les gardes de chirurgie générale nécessitaient la prise en charge par le même chirurgien des urgences digestives, traumatologiques, fractures ouvertes, fermées, luxation, urologiques, pédiatriques et même les embolectomies périphériques. L'entente entre les chirurgiens était bonne et la prise en charge de qualité, les 2 chefs de service ayant chacun une solide formation lilloise. J'étais assistant puis chef de service en 1993 et chef de pôle en 2005. Il est apparu indispensable de spécialiser les services et de créer un service d'orthopédie-traumatologie avec 3 chirurgiens qualifiés début 90 pour séparer la chirurgie viscérale de la chirurgie orthopédique. Les gardes étaient plus nombreuses, mais moins lourdes. Avec la spécialisation, il fallait hiérarchiser l'urgence de la prise en charge par les différentes équipes, ce qui pouvait être source de conflits facilement résolus par la discussion. L'optimisation des soins justifiait ô combien cette nouvelle organisation. Une fois la séparation viscérale-orthopédie réalisée, il fallait encore individualiser l'urologie dont la branche endoscopique grandissante nécessitait une expertise et une pratique régulière. La création d'un service d'urologie au milieu des années 90 permit d'obtenir une spécialisation et une spécificité de chaque service pour une meilleure prise en charge des patients. Quant à la chirurgie gynécologique, elle était réalisée soit par les collègues gynécologues, soit par les chirurgiens viscéraux. En cas de difficulté rencontrée par les chirurgiens gynécologues, les viscéraux venaient en renfort. La chirurgie pédiatrique, appendicectomie, hernie, ectopie testiculaire, la traumatologie étaient prises en charge, ainsi que les sténoses du pylore, jusqu'à ce que la Société d'anesthésiologie demande de ne plus prendre en charge d'enfants de moins de 5 ans hors service spécialisé. Un jour, cependant, une tempête de neige paralysant la région et empêcha tout transfert imposa une cure chirurgicale de sténose chez un nouveau-né. Les anesthésistes retrouvaient leur pratique, le chirurgien sa technique, les suites opératoires furent simples. Au milieu des années 80, l'hôpital fit l'acquisition d'un scanner, d'abord considéré comme superflu par manque d'expérience, puis très vite largement utilisé. L'appareil sera régulièrement changé avec les progrès technologiques. L'arrivée du scanner avait été retardée d'1 an par décision politique au plus haut niveau, et quand je dis au plus haut niveau, c'est au plus haut niveau, pour rendre service à un élu en tout cas. Le SMUR sera bientôt complété par le SAMU, basé à l'hôpital de cette ville-préfecture, puis un hélicoptère complétera le dispositif et l'IRM arrivera en 2005. Activité libérale. En 1985, j'ai commencé une activité libérale qui était plutôt bien vue par la direction. Ceci permit de faire venir au centre hospitalier de Laon une clientèle nouvelle, nombre de médecins traitants n'adressant leurs patients qu'en privé. Les relations avec l'administration. Jusqu'au début des années 2000, les médecins étaient des interlocuteurs respectés de l'administration et les commissions médicales d'établissement, les CME, des lieux d'échange et de dialogue. Puis tout a changé. Les décisions émanaient de la direction et des cadres jusqu'à l'organisation des programmes et la présence ou non d'instrumentistes. Les CME étaient devenus des grands messes administratives où les différents points étaient abordés pour information sans aucune discussion possible. Il restait aux médecins à discuter par exemple le prix journalier d'occupation de la mort. À ces mesures vexatoires s'ajoutait la disparition du terme de chef de service, remplacé par celui de responsable de structure interne, RSI. Parallèlement, les notes attribuées chaque année par le chef de service et la cadre à chacun des personnels du service étaient modifiées par les cadres dits supérieurs de l'administration qui, eux, bien sûr, ne connaissaient pas les agents. Le recrutement des collègues du service était le plus souvent le fait de la direction.
l'avis du chef de service, du RSI, n'était que consultatif. Progressivement, s'est installé un climat de défiance de la direction vis-à-vis des médecins et réciproquement. Cette administration que le monde entier nous envie n'avait en cas de difficulté qu'un bouc émissaire, les médecins et notamment les RSI. Comment expliquer autrement le désamour des plus jeunes pour le poste de chef de service qui faisait rêver? Heureusement, le professionnalisme, le dévouement et la cohésion des équipes permettaient de s'affranchir de ces contraintes ubuesques. Les patients. La séparation nette entre les services de chirurgie évitait toute concurrence, car tout se sait, et permettait globalement une bonne entente entre les chirurgiens et une aide possible pour les actes frontières, voire difficiles. Le recrutement est essentiel pour un service, notamment en chirurgie. Il passe en amont par les relations avec les médecins traitants, piliers du système de santé. Les relations amicales et l'accueil du praticien de ville qui vient voir son patient sont importants. L'information du médecin traitant l'est tout autant. Un système performant a été mis au point. Le compte-rendu opératoire est dicté dès la sortie du chirurgien de la salle d'opération, envoyé à la secrétaire par un support informatique, tapé, envoyé par courrier au médecin traitant. Il découlait de cette organisation que, pour les interventions lourdes, le médecin traitant recevait le compte-rendu opératoire et la première lettre, alors que le patient était encore en salle de réveil. Bien sûr, cette façon de procéder est encore plus utile pour la chirurgie ambulatoire. Les sorties du patient sont organisées pour les patients ambulatoires dès la sortie du bloc et pour la chirurgie conventionnelle, la veille de la sortie pour optimiser l'occupation des lits. 3 types d'admissions sont possibles pour les patients. Le recrutement par le biais des urgences, encore faut-il que la réputation du centre hospitalier auprès des patients et des médecins traitants dans une ville de province n'entraîne pas une fuite importante. Un hôpital est un ensemble et la réputation de chacun aide les autres, c'est l'effet centre. D'où l'intérêt pour chacun de défendre et d'aider les collègues en se parlant franchement, mais sans acrimonie. La réputation est un travail de longue haleine. Le recrutement par les consultations. Quand je suis arrivé au centre hospitalier de Laon, les patients venant en consultation étaient tous convoqués à la même heure et pouvaient attendre plusieurs heures pour voir le chirurgien. Je me souviens d'une femme venue en car avec 4 enfants pour une consultation la concernant. Elle avait attendu 4 heures. J'étais choqué par cette organisation et j'ai installé une consultation sur rendez-vous, plus confortable, moins anxiogène et qui permettait de retrouver le calme dans la salle d'attente. D'autre part, il est inconcevable de donner des rendez-vous éloignés. Les secrétaires avaient comme consigne d'allonger les horaires de consultation et, en cas de surcharge importante, de contacter le praticien pour trouver une solution. Ce pouvait être le samedi matin, soupape intéressante pour certaines professions. Il n'est pas normal qu'un routier à l'international perde 1 semaine de salaire pour une consultation de RG. L'administration avait du mal à comprendre cette démarche, mais les patients, eux, s'en trouvaient forts. Autre recrutement direct, le service de gastro-entérologie. J'avais obtenu de réunir sur le même étage le service de gastro-entérologie et celui de chirurgie viscérale dans une fédération des pathologies digestives. Les rencontres pluriquotidiennes permettaient une excellente entente, une confiance mutuelle et un partage éventuel des lits sans reporter une admission. J'essayais toujours d'assister aux endoscopies que je demandais et les collègues gastro-entérologues m'appelaient pour voir une lésion découverte à l'endoscopie et potentiellement chirurgicale. De même, les collègues gastro-entérologues étaient systématiquement invités pour assister, au moins partiellement, à l'intervention d'un patient qu'ils m'avaient confié. 2 autres sources de recrutement doivent être citées, les consultations avancées dans les hôpitaux de proximité, effectuées par les chirurgiens de chaque spécialité pour ramener des patients opérés au centre hospitalier général. L'activité externe, la petite chirurgie, pas spécialement valorisante, mais qui fidélise les patients pour des actes plus longs. Le revers de la médaille était la disponibilité que je demandais aussi aux collègues du service. Sauf qu'à particulier, un chirurgien doit assurer le suivi quotidien de ses patients. D'où la présence dans le service de tous les chirurgiens 7 jours sur 7 de garde. J'ai souvent été appelé la nuit et le week-end sans être de garde et je me suis toujours déplacé. Les patients ont régulièrement dit leur satisfaction de voir le chirurgien qui les a opérés le samedi et plus encore le dimanche. Autre forme de recrutement, les patients des services autres que celui de gastro-entérologie. Les mails ou les bons de consultation spécialisés m'ont toujours rebuté. Si un collègue demande un avis, il doit venir lui-même ou envoyer un plus jeune pour présenter le dossier. Ensemble, on va voir le patient. C'est l'occasion pour l'interne d'apprendre à discuter d'un patient et ainsi de faire un enseignement au lit du malade. Chaque fois qu'un avis chirurgical était demandé, je me déplaçais le jour même. Inutile d'emboliser un lit pour un avis. De même pour les examens d'imagerie urgents ou semi-urgents, je prenais le temps d'aller voir le radiologue pour lui présenter le dossier, lui demander son avis et bien souvent assister à l'examen avec une réponse immédiate au lieu d'attendre le résultat d'un scanner fait le vendredi
tapez-le lundi, signé le mardi. Qui n'a connu de tels débats? L'avantage des structures humaines, c'est que tout le monde se connaît, ce qui facilite grandement la collaboration et la rapidité de la prise en charge. 90% de mon activité était de la chirurgie réglée, ce qui permettait de lisser et d'équilibrer les programmes opératoires. Les pathologies prises en charge, la chirurgie pariétale, l'éventration hernie, la chirurgie biliaire, les cancers colorectaux. Le travail d'équipe. Je me suis toujours attaché à respecter ceux avec qui je travaillais. On ne peut être respecté et écouté que si l'on respecte les autres. Avec les collègues anesthésistes. L'anesthésiste n'est pas un prestataire de service, mais un collègue à part entière qui doit être considéré et informé. On ne demande pas à l'infirmière d'appeler l'anesthésiste pour voir un patient urgent. Le chirurgien doit appeler lui-même, expliquer le cas et en discuter avec son collègue. Les problématiques de chacun peuvent être exposées et permettre la meilleure décision dans un délai optimal pour le patient. L'entente avec les anesthésistes est indispensable à une activité sereine et sûre. Différentes études ont montré que le manque de communication entre chirurgiens et anesthésistes, ou pire, la mésentente, était responsable d'au moins un tiers des complications post-opératoires parfois redoutables. Les problèmes médico-légaux engendrés par un climat délétère doivent être présents à l'esprit de chacun. J'ai toujours entretenu avec mes collègues anesthésistes d'excellentes relations. C'est à la fois plus sûr et plus agréable. La plupart d'entre eux m'ont confié leur santé ou celle de leurs proches. Ceci explique peut-être cela. Autre marque de considération avec ceux à qui on travaille, le respect des horaires au bloc et dans le service. On ne peut pas faire le veto des gens pour les faire attendre, sans parler du coût d'une salle d'opération armée et inutilisée. Avec le personnel du bloc, un chirurgien doit respecter et arriver chaque... Je ne veux plus le... C'est ce qu'il y a. Allez-y. 27 secondes. Non, mais continuez. Bon, service de recours. Conclusion. On discutera, on votera le recours. Oui. Service de recours. Bon, alors, merci. Dans un hôpital général, on ne peut pas tout faire. On ne doit pas tout faire. Il faut avoir le courage et l'honnêteté de confier à un service plus spécialisé et mieux équipé les cas les plus complexes. Il est donc indispensable d'avoir un service recours dans un CHU avec des collègues disponibles, confraternels et bien sûr de grande qualité. J'ai eu la chance de bénéficier de cette possibilité avec un service reconnu pour confier soit des patients présentant des pathologies complexes, soit pour des suites opératoires troublées dépassant les possibilités de prise en charge locale. J'avais fait la connaissance de Bernard Dandlinger à Saint-Antoine et nous avions sympathisé. Quand il a été nommé Ambroise Paré, notre collaboration a continué, et notamment pour la chirurgie hépatique et pancréatique. L'excellence de la prise en charge des patients Ambroise Paré et l'écoute toujours attentive que j'y trouvais étaient très rassurants. Il est dangereux d'être isolé et une convention avait été signée entre l'hôpital général et le CHU de recours. J'assistais 2 fois par mois au RCP de ce service en y présentant des dossiers. L'accréditation, je passe. La judiciarisation, juste un mot. La judiciarisation de la profession. Cette contrainte grandissante, véritable épée de Damoclès, a des effets pervers. Si l'information du patient est nécessaire, son caractère exhaustif est anxiogène. Et le risque de plainte peut freiner certaines indications vitales mais risquées, ce qui entraîne une perte de chance pour le patient. Comme tout chirurgien, j'ai eu affaire à des plaintes de durée variable de 3 mois à 10 ans, chaque fois totalement innocentées, mais c'est une épreuve toujours très désagréable. En conclusion, en 2020, je quittais l'hôpital après 42 ans d'activité. Un pot de départ organisé par la direction me donne à droit 3 petits fours et un verre de cidre. Si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, l'absence de champagne est dangereuse pour le moral. Demeurant encore dans la ville où j'ai exercé, la rencontre quasi quotidienne de patients opérés reconnaissants est toujours un plaisir. En 40 ans, la position des médecins, et notamment des médecins hospitaliers, s'est considérablement dégradée, expliquant le désamour des jeunes praticiens pour l'hôpital et le nombre de postes vacants. La pénibilité de la chirurgie viscérale, la disponibilité qu'elle requiert et la non-reconnaissance n'incitent pas les jeunes confrères à choisir cette spécialité parmi les plus belles et les plus nobles. Que faut-il faire? Vaste sujet. C'est aux médecins de revenir aux valeurs fondamentales de la profession, de se réapproprier leur métier et la façon de l'exercer. Les contraintes ont un impact sur le mode de vie aussi, faut-il des équipes suffisamment étoffées pour garantir une vie de famille et une charge de travail et de garde supportable. Les centres hospitaliers généraux, qui bien sûr n'ont pas le prestige des CHU, peuvent, si l'on s'en donne la peine, permettre d'avoir une activité professionnelle intéressante, de même qu'une qualité de vie. Encore faut-il être entouré de collaborateurs dont la formation soit solide. Le recrutement de chirurgiens diplômés étrangers hors communauté européenne peut nécessiter parfois une remise à niveau et une vigilance particulière du chef de service. Je dois reconnaître que chaque fois que le problème s'est posé, la motivation et le goût de progresser ont rapidement pallié une éventuelle carence.
Le recours à des médecins étrangers ne peut être une solution provisoire, tant les pays qui les ont formés en ont besoin. Le numerus clausus a été instauré pour des raisons budgétaires, en croyant qu'en diminuant l'offre, on diminuerait la demande. C'était oublier le vieillissement de la population et la prise en charge importante qu'elle imposerait. L'allègement du numerus clausus ne donnera ses effets que dans 15 ans. La chirurgie de demain, avec l'aide de l'intelligence artificielle, est donc à imaginer en préservant la valeur humaniste fondamentale de la relation du médecin et de son patient. Je souhaite que ce témoignage puisse aider les plus jeunes à surmonter les difficultés d'une profession particulièrement gratifiante. Je vous remercie. Bravo, Pierre Schweitzer. C'est un très, très beau témoignage de votre carrière et la façon dont vous avez décrit votre activité qui fait honneur au métier que nous pratiquons. Nous avons tous pratiqué et également à cette institution. On vous a suivi, alors il y avait de très beaux élans, je ne sais pas, ça m'a fait penser un peu à Flaubert parfois. On vous suivait dans les couloirs de l'hôpital de Lens, allant visiter les patients. Je pense que la question que tout le monde se pose, est-ce que cette chirurgie-là, cette pratique-là existe encore? Est-elle encore possible aujourd'hui avec toutes les charges administratives que vous avez évoquées à la fin et qui incombent aux chefs de service, que ce soit des réunions, des CME, les réunions de personnel, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des questions? Jacques Caton, oui. Oui, d'abord, merci beaucoup pour ce témoignage qui est assez agréable à écouter. Il existe encore des chirurgiens qui ont la foi dans leur métier. Moi, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez eu droit, après 40 ans d'activité, à la grande médaille d'honneur du travail qu'on donne pour tous les employés qui ont travaillé 40 ans à l'hôpital et vous auriez dû avoir une petite rosette sur le canapé, même âge? J'ai droit à une petite médaille qui doit m'être adressée, parce que ça fait 2 ans que j'ai arrêté, et il faut à peu près 2 ans et demi pour que cette médaille arrive, parce que chez moi, il y a 500 mètres entre l'hôpital et moi. Ça doit venir par porteur spécial. Donc, je pense avoir une médaille. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y avait de chirurgiens plein temps lorsque vous vous êtes installé? Et parce que vous avez bien décrit la spécialisation de la chirurgie. Et donc, qu'est-ce qu'il en est actuellement? Il y avait à l'époque, je pense, 7 ou 8 chirurgiens. Et maintenant, il y a 3 chirurgiens par service, 3 en neurologie, 3 en digestif, 3 en orthopédie, 3 à la maternité, 3 en ORL et 3 en ophtalmologie. Plein temps. Plein temps. Donc, c'est ce qu'il faut pour assurer les gardes dans de bonnes conditions. De façon à pouvoir assurer les gardes, les patients, l'enseignement. Je pense que c'est ce qu'il faut. Et puis, représenter aussi un poids, même si celui-ci n'existe pratiquement plus, vis-à-vis d'une administration tentaculaire et qui peut actuellement récupérer tous les pouvoirs, même si elle commence à se rendre compte qu'elle n'y arrive pas. On a toujours dit, si vous n'avez pas l'adhésion des médecins, vous n'arriverez pas à faire. Et les internes, c'est des internes de CHU? C'est des internes, alors c'est essentiellement des internes d'Amiens, oui. D'accord. Un peu de Reims, mais surtout d'Amiens. La région administrative, c'est Amiens. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, merci pour de toute façon, nous avons reçu votre texte. Oui. Alors, qui sera dans les mémoires. Qui sera... Toutes les motivations pour être chirurgien, mais je pense... Non, mais mettez tout. Merci beaucoup.